On va continuer avec un intervenant qui va nous éclairer, qui va ouvrir des nouvelles voies, des nouveaux chemins. Et s'il y a bien un mouvement auquel nous sommes tous prêts à adhérer, c'est celui du bonheur citoyen. Ça, c'est vrai. Il érige la fraternité, on y revient en principe absolu, ça nous va bien. Et dans son analyse, il voit juste. Bienvenue au Jost, il s'appelle Alexandre. Alexandre Jost qui nous rejoint. Merci de l'applaudir. Oh là là, quelle enjambée! Voilà, merci Alexandre. Je vous laisse la scène. Chers amis, écoutez, bonjour, je suis heureux d'être là avec vous. Merci d'être là alors que dans ce colloque passionnant, vous avez à côté le soleil, la ville, l'élan qui bruit, les feuilles, le vent dans les arbres. Donc merci de prendre ce moment avec moi. On va passer 40 minutes ensemble, 45. Et le thème dont j'ai envie de vous parler, on l'a travaillé ensemble avec Frédéric, c'est fraternité et identité. Et on a ajouté un petit mot, et si on réenchantait la démocratie. Alors de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler de fraternité parce que c'est le parent pauvre de la République. Liberté, égalité, mais fraternité, finalement, on en débat moins. Et j'ai pourtant j'allais dire la conviction, non, je suis habité par un doute positif qui est que peut-être, que la fraternité est un antidote aux crispations identitaires. Alors, on va réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons faire œuvre de fraternité. Et avec vous, chers amis, j'ai envie d'explorer 4 grands sujets, 4 grands leviers, pour utiliser des mots forts, des leviers universels de fraternité et voir comment les activer. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est le sens. On va parler ensuite de bonté humaine. On va même s'encanailler, on va parler d'amour. Et enfin, on va parler de nature, ou pour ceux qui voudraient des termes plus institutionnels, de biodiversité. Mais au fond, on va parler du vivant. Est-ce que vous êtes partant? Ah oui, on est d'accord. Oui. Ouais, vous êtes partant? Pas évident après le déjeuner. Ok, c'est le moment de se donner de l'énergie pour explorer ces sujets ensemble. Alexandre, je voudrais qu'on parle de la fabrique. Ah, vous voulez qu'on parle de la fabrique? Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un think tank, c'est une association unique, on peut le dire. Hein. Oui, on est le seul think tank français sur le bonheur citoyen. On existe depuis 11 ans. Pour faire chic, on a été nommé l'un des 12 principaux think tanks français. Chut. Ils sont dissipés. Et notre objet social, c'est placer le bonheur au cœur de la société, comme un objet de débat et comme une manière d'éclairer le monde. Est-ce qu'on peut interroger les grandes problématiques de notre temps sous un prisme positif, sous le prisme de l'épanouissement humain? C'est ça notre pari. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, Alexandre, c'est que ce sont des bénévoles et que vous irriguez dans toute la France, il y a du conseil, il y a de la formation, c'est-à-dire que ce bonheur, il se transmet. On est vraiment dans le partage, là. Oui, on a à la fois une branche recherche, l'Observatoire Spinoza, qui fait des grandes études, le digital vertueux pour les 6 mois qui viennent, etc. On a effectivement accompagnement, conseil, et puis notre cœur vibrant, ce qui nous anime, ce qui nous donne l'énergie, c'est nos 500 bénévoles dans une vingtaine de villes françaises qui, eux, déploient des projets en faveur du bonheur citoyen. Pourquoi la fabrique? Pourquoi la fabrique? Pourquoi ce terme? Parce que quand on est un think tank, déjà personne ne sait ce que c'est qu'un think tank, ou en tout cas ça peut être diabolisé ou considéré comme très, très snob. Donc on a voulu prendre un mot qui indiquait qu'à côté des idées, venait de la production, et on a voulu se placer dans un registre de l'artisanat, dans un registre où plutôt la matière serait chatournée plutôt qu'elle ne serait enfoncée par des machines. Et d'où ce terme-là. Ça nous va bien. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Frédéric? Oui, ça me va bien. Le côté sociétal est important aussi dans tout ce que vous promouvez, dans toutes les actions que vous menez, évidemment. Oui, on rencontre régulièrement les cabinets ministériels, l'exécutif, le Parlement pour des auditions afin de diffuser nos propositions politiques, et que le mot bonheur ne soit pas un gros mot et qu'il soit plutôt une source, une source d'espoir, un endroit vers lequel on regarde, surtout pas une injonction, mais un appel, une aspiration. Voilà. Alors ça résonne bien par rapport à tout ce qu'on a vécu ce matin, où on disait il faut regarder le côté positif, le verre à moitié plein, avoir une démarche constructive qui n'a pas échappé ni à l'ONU, ni à l'OCDE, la commission Attali aussi. On fait appel à la fabrique.
Oui, je pense que quand la commission Attali invite la Fabrique Spinoza, elle se dit que dans un monde anxiogène, il y a la possibilité de réinventer des politiques publiques en regardant là où on voudrait aller, plutôt que simplement ce qui ne va pas et quelle problématique résoudre. Je pense que c'est cette intention-là, c'est apporter un regard neuf et dans la lignée du discours de Philippe ce matin, oser l'optimisme. Avant de vous laisser dérouler, comment vous interpelle cette thématique, le dilemme identitaire? On parlait de fraternité, réinventer la démocratie. Moi, la manière dont j'ai construit les propos que j'ai envie de partager avec vous, c'est sur cette réflexion entre identité de l'individu d'une part et universalité de l'autre. C'est comment arriver à faire cet équilibre entre ce qui est profondément moi, qui me caractérise. Je crois que c'est Yves qui citait Gide ce matin. Oscar Wilde disait à peu près la même chose. Soyez vous-même, tous les autres rôles sont pris. Donc Mathieu Ricard dit aussi que le seul moyen, que seul celui qui est véritablement sage, construit, apaisé, conscient, est un individu différent du reste, que sinon il est simplement bruit de fond, mêlé dans un inconscient collectif mal défini. Donc comment être cette personne, soi-même au plus profond, et en même temps comment être relié à l'infini du vivant, à la fraternité, à l'amour, à un sens collectif et au fait d'être simplement vibrant. Et pour moi, c'est ça la tension qui m'anime et que j'ai envie d'explorer. On a toute envie et tous envie d'écouter. Bon, eh bien, merci Frédéric pour cette manière d'amener le sujet. J'ai envie de m'interroger avec vous pour commencer sur la question du sens, en me demandant si le sens n'était pas finalement un allié de l'identité et finalement un vecteur de fraternité. Alors, comme on est juste après le déjeuner, je vais prendre directement un contre-pied et regarder peut-être la forme la plus radicale d'antifraternité, la forme la plus extrême et violente de l'identité, qui est le terrorisme. Mais je suis en train de... Alors là, tout le monde est attentif, on se dit, mais on nous avait promis du bonheur, je ne comprends pas. Je suis en train de lire cette fiction de Karine Thuil qui s'appelle La Décision. C'est une fiction sur une juge d'instruction qui coordonne la cellule antiterroriste du palais de justice. Et bien que ce soit fictionnel, j'ai noté cette phrase. Karine Thuil parle du vide absolu de l'existence. Et voilà ce qu'elle écrit. Ce qui revient en premier dans les interrogatoires, en tant que juge d'instruction, c'est le désir de donner du sens dans une existence qui est vide. Le djihadisme se nourrit de désespoir. On peut dire finalement que la haine identitaire remplit un vide. Et donc, une antidote possible à la crispation identitaire, c'est peut-être le fait de trouver un sens. Alors, j'ai voulu aller chercher dans un autre registre une forme atténuée de cette phrase, une interrogation qui, moi, m'a bouleversé. On n'est pas ici pour faire politique. Je vais me permettre un propos politique en citant une formule, ça va vous faire agir, c'est bien, de Marion Maréchal Le Pen, qui a dit lors d'une convention « Il ne peut pas y avoir de fraternité sans projet culturel commun ». Cette phrase-là, moi, m'a bouleversé, parce que je ne me retrouve pas du tout dans les valeurs de cette femme. Et cette phrase avait une forme de sentiment qui avait quelque chose de juste. Et je pense que le caractère pernicieux de cette phrase, c'est le fait d'avoir accolé le mot culturel. Et donc moi, j'aimerais qu'on s'interroge, il peut y avoir fraternité s'il y a projet commun. C'est ça que j'ai envie de poser comme question. Est-ce que nous avons la capacité à créer collectivement de la fraternité, se créer un sens? Si nous sommes sur un même bateau, mais nous nageons dans des directions opposées, nous ramons, alors en fait nous sommes des naufragés d'une société qui semble être commune mais qui ne l'est pas. Alors aujourd'hui, je pense que le besoin de sens, on le ressent, chacun d'entre nous. Il est croissant. J'aime bien citer, ceux qui me connaissent, une étude qui s'appelle « The 5 Regrets of the Dying », donc les 5 regrets des mourants, d'une infirmière en centre soins palliatifs qui s'appelle Deborah O'Hare. Elle a interrogé des gens à l'article de la mort, et les gens disent, le premier regret, c'est d'avoir vécu sa vie selon un modèle pensé par d'autres. Je n'ai, comme papa, comme maman, à l'inverse de papa, maman, c'est la même chose. J'ai donc omis de réfléchir au sens de mon existence.
En 2017, 44% des personnes dans un baromètre national du bonheur au travail déclarent, c'est une enquête qu'on a faite auprès de 1000 Français, échantillon représentatif, 44% disent que leur travail ne contribue d'aucune manière à donner du sens à leur existence. On a tous pu faire la crise de la quarantaine grâce à la pandémie. Pour les plus vieux. Moi, j'ai 45, je l'avais un peu faite avant, j'ai pu la refaire un peu. On s'est interrogé, notre couple, l'endroit où on vit, notre métier, la personne que l'on est, le sens de l'existence. On a même observé 7% des Français ont déménagé à la rentrée 2021, d'après les inscriptions dans les écoles à l'éducation nationale, pour quitter des grandes urbanités vers des urbanités plus petites. On s'est demandé, et si on réinventait notre vie en profondeur? On a eu cette chance-là, parmi ce gros bordel qu'était la pandémie. Mais pour autant, moi j'ai le sentiment un peu contrarié qu'il s'agit d'une quête de sens individuel. Et je fais un pas de côté pour dire que sur la question du sens, de l'identité de la fraternité, je vois un grand risque qui est le télétravail. Alors ça va vous surprendre un petit peu. Mais j'ai entendu des très jolies phrases tout à l'heure sur l'entreprise qui était présentée comme un lieu, on a utilisé le mot de micro-société. Eh bien moi je pense que nous tous autour de la table qui sommes dirigeants d'entreprise, salariés, managers, eh bien, ou à former ceux qui, eh bien, courons le risque de voir s'étendre le télétravail à un nombre de jours suffisant pour que finalement nous ne fassions plus société à l'intérieur de l'entreprise. Et pour mélanger des mots qui sont surprenants, qu'on ne verrait pas ensemble, moi je pose la question, et si l'entreprise était un lieu républicain? On a moins l'école parce qu'il y a moins de mixité à l'école, qu'on a une explosion entre le système public, le système privé, plus toutes les écoles alternatives qui se créent. Il y a plus AS militaire. L'entreprise reste un lieu de mélange, sauf si on se met à télétravailler en masse. Et donc, moi je lance cette première invitation que trouver son identité, faire société, être fraternel, passe par le fait d'être en entreprise ensemble, de trouver du sens en entreprise, mais d'être physiquement en entreprise. Alors, à la question, est-ce que ce sens, pour qu'il nous encourage à être fraternels, est-ce que ce sens peut être commun? Eh bien, j'ai envie de poser la question autrement, j'ai envie de dire, est-ce que le sens peut désamorcer ce que Amin Maalouf appelle les identités meurtrières? Les identités meurtrières, c'est le fait, quand je croise quelqu'un, de dire t'es PSG, je suis OM, t'es musulman, je suis catho, t'es gauche, je suis droite, t'es pauvre, je suis riche. Mais est-ce qu'on peut se dire non, t'es républicain, je suis républicain, t'es libre d'expression dans ton pays et ce lieu d'exposition en témoigne, on s'est pris une belle claque en rentrant à droite tout de suite dans cette collection Lambert. Tu es libre d'expression, je suis libre d'expression. Tu es non russe, je suis non russe. Ou je suis russe, tu es russe. Et là-dedans, j'ai été chercher un vieux chiffre à la création de la Fabrique Spinoza il y a 11 ans, qui était Jean-Paul Delevoye, qui d'ailleurs a été, je crois, un des conseillers de l'IGS, un homme que je respecte énormément. D'accord, voilà. Eh bien, Jean-Paul Delevoye, en tant que médiateur de la République à l'époque, nous disait en 2011, 74% des Français ont le sentiment de ne pas avoir de projet français commun. Et donc, j'en viens à dire, et si l'un des piliers de la fraternité, de la réconciliation identitaire, n'était pas tout simplement, démocratiquement, politiquement, de trouver notre projet commun? Et j'ai 3 idées à partager avec vous là-dessus. La première, dans un rapport de la Fabrique Spinoza qui s'intitule « Le réenchantement démocratique », eh bien, nous proposons très sobrement, je n'arrive pas à savoir encore si elle est puissante ou pas cette mesure, je m'interroge, mais de la recréation d'agora physiques, d'arbres à palabres, de lieux où tout simplement on est dans la cité, si possible en extérieur, peut-être protégé par un auvent. On est dans un lieu où on peut venir causer, débattre. Alors on sait qu'en famille on s'engueule, on sait qu'en couple, en politique on s'engueule. Est-ce qu'on peut avoir un espace dans la ville dans lequel on fait ça physiquement ensemble, avec peut-être des médiateurs payés par la ville, payés par la République, qui nous permettent de venir discuter, nous confronter à l'autre, faire identité commune ou différente? Une deuxième idée que j'ai envie de partager sur piste démocratique, c'est qui vient de David Cameron, quand il était en office. Eh bien, il a lancé, c'est passé sous les radars parce que juste après il y a eu le Brexit, et voilà, vous connaissez la suite de ça. Eh bien, il a lancé le National Wellbeing Programme.
Alors ça fait un peu peur, ça a des relents. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, le mot National Program et bien-être à côté, ça fait un peu peur. Et ben le gars, il a interrogé 200 000 ménages anglais. Il a réalisé un tour de l'Angleterre auprès de populations représentatives, mais aussi de populations vulnérables en situation de handicap, de précarité. Et il a demandé aux gens « What matters to you ?» Qu'est-ce qui compte pour toi? Il a remonté les informations, il les a analysées avec l'équivalent de l'INSEE anglais. Il est revenu avec des critères. Il a dit aux gens, ces critères, est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce que vous pourriez trouver les questions associées à ces critères? Et ils en sont ressortis en se disant, voilà les choses qui comptent pour nous en tant que nation. Est-ce qu'au lieu, il y a quelques années, de lancer un débat, à vrai dire, je ne me souviens plus s'il a eu lieu ou pas, sur un grand débat sur l'identité nationale, on peut se poser la question, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui ferait que nous ferions société ensemble? Et en ce moment, on est à cette époque de tumulte politique et où en même temps, peut-être que le sens peut réémerger parce qu'on entend parler par l'exécutif ou par l'opposition d'un besoin d'une nouvelle méthode démocratique. J'ai été enthousiasmé par les conventions citoyennes, peut-être pas assez suivies, mais on a quand même une nouvelle manière d'envisager de faire débat ensemble. Et j'ai envie de conclure en disant que peut-être que c'est l'heure d'être anti-partisan. C'est l'heure des coalitions. Et on est à ce moment où je vais devoir m'entendre avec l'autre. Je suis PS, je vais devoir parler avec LREM. Je suis NUP, je vais devoir m'entendre avec le LR, etc. Dans sa forme littérale, on pourrait dire que le partisanisme, c'est l'équivalent institutionnel d'une identité qui est clivante. Tu es d'un parti, je suis d'un autre parti, je ne te parle pas. On va devoir apprendre à dialoguer entre les partis, par-delà nos identités, pour faire loi, pour faire société ensemble. Et je conclurai cette première réflexion sur le sens en disant que faire politique ensemble, c'est mixer et c'est faire dialoguer ces richesses de ces identités. Alors là, on est dans un registre qui est un peu intellectuel, au sens où on parle du sens, et j'ai envie de nous emmener dans un domaine plus émotionnel. Et pour autant, il y a un lien fort entre les deux, parce que le sens est émotion. On peut se dire, le sens, je réfléchis, je me dis, je vais aller là, en tant que personne, en tant que pays. En fait, non. Les paléontologues se sont aperçus que dans les rites funéraires des hommes de Néandertal, on trouvait des traces d'objets laissés pour l'au-delà. Alors que l'homme néandertal avait un cerveau néocortical peu développé, donc une aire de la raison peu développée, il était en capacité de projeter un sens par-delà sa disparition. Parce que son cerveau limbique était développé. Parce qu'il avait une capacité de régulation des émotions. Le sens vient des émotions. Et donc, je nous emmène sur un deuxième chapitre à regarder ensemble, qui est, est-ce que l'on peut, pour être frères et sœurs, les uns avec les autres, est-ce qu'on peut retoucher sa bonté humaine? Est-ce qu'on peut se reconnecter avec sa bonté humaine? Est-ce que vous êtes toujours partant avec moi pour cette exploration? Oui. Oui, vous êtes partant? Oui. D'accord, super. Alors, je pense que l'on peut casser les blocages identitaires, on peut déployer sa fraternité. Oui, c'est possible si on se reconnecte avec sa bonté humaine. Alors, on va évacuer rapidement les questions d'est-ce que l'homme est bon ou mauvais. Question simple, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Marie-Odile, avec qui on a commencé à débattre dessus à l'heure du déjeuner, puis on s'est arrêté. Je suis convaincu que l'homme est bon et je vais m'appuyer sur le livre La bonté humaine, livre, voilà, le titre dit tout, de Jacques Leconte, qui prend une expérience où on demande à un bébé de 18 mois, donc 18 mois c'est petit, hein, moi j'en ai un de 9 mois à la maison, 18 mois, on marche, et un bébé de 18 mois, il est dans une pièce, et là il y a un adulte qui rentre dans la pièce, qui porte des objets lourds, et il arrive vers un placard, et il essaie de l'ouvrir, et là le bébé spontanément, alors qu'il a que 18 mois, il marche pas très bien, il s'approche, il essaie d'aider l'adulte pour ouvrir la porte, alors que c'est cette petite chose un peu remuante. 70% des actes du quotidien, d'après Mathieu Ricard dans son livre « Plaidoyer pour l'altruisme », 900 citations bibliographiques, 70% des actes du quotidien sont des actes altruistes. Merci, comment tu vas, je te tiens la porte, pardon, viens, welcome, etc. Est-ce que vous avez déjà offert un café à un inconnu? Oui?
Alors, au Canada, on les aime bien comme les Canadiens. Les Belges et les Canadiens, c'est partie de ceux qu'on aime bien. Alors, quand je dis ça, évidemment, c'est un gros dérapage identitaire, hein, mais positif, on va dire. Eh bien, chez nos amis canadiens, dans la chaîne de restauration Tim Hortons, un couple qui venait en voiture commander un petit déjeuner. Au moment, vous savez, on commande, puis ensuite, on avance sa voiture et on règle sa commande et on la prend. On leur a donné leur commande, au moment de régler, on leur a dit « ça a été réglé par le couple qui précède ». Là, ils ont dit « mais ah bon, mais comment ça se fait ?» C'est juste que le client d'avant était généreux. Donc, ils ont répondu à ça en faisant quoi? Ils ont dit « moi aussi, je vais régler le café et la commande de la voiture d'après ». Qu'est-ce qui s'est passé pour les suivants? Ils ont bu à l'œil. Ils ont bu à l'œil. je vois Frédéric qui commande une bonne bouteille de rosé. Ricard. Et ça s'est reproduit combien de fois, à votre avis? Combien de fois? Le même jour. Le même jour, je veux dire. 228 fois. 228 fois de suite, il y a eu une reproduction de ce geste de générosité. À moins d'avoir été primé d'affection, de toucher au moment, dans les premières semaines de la naissance, nous avons tous des neurones miroirs et à quelques exceptions pathologiques graves, nous sommes capables de bonté et d'empathie. Et si nous refaisions l'expérience de cette bonté humaine? Est-ce que je peux moi-même, vis-à-vis de l'autre, lui laisser le doute, le regarder comme quelqu'un de bon, quelle que soit sa nationalité, son origine ethnique? Est-ce que je peux épurer mon regard? Vous savez, les enfants, quand on leur montre des vidéos ou avec d'autres enfants qui font des grimaces, ils rigolent, ils font des grimaces. Et puis dans la vidéo, tout d'un coup, vous glissez un enfant atteint de trisomie qui fait une drôle de grimace. Eh bien, l'enfant, il continue, il imite la grimace. Vous faites la même expérience avec un adulte, il y a un moment de crispation. Parce que tout d'un coup, crispation identitaire de nous adultes. Ah, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte vis-à-vis de cette personne en face? Mon fils Malone, quand il me parle de son copain Suleiman, je me souviens plus de ce prénom, je lui dis attends, c'est qui? Et il me dit pas c'est le petit black de la classe. Il me dit c'est celui qui a le t-shirt Spider-Man. Ben oui. D'ailleurs, et il m'a appris que Spider-Man avait des super pouvoirs, il s'est sauté à cloche-pied. Parce que les enfants à l'école, en fait, ils apprennent les super-héros par bouche-oreille. Mais sans, enfin, je vais m'égarer parce que si on part sur Spider-Man, on va dévier par rapport à la question de l'identité. Je pense que dans la découverte de la bonté humaine, dans le regard que je porte sur l'autre, j'ai besoin de réaliser la puissance de mon regard fabricateur. On appelle ça l'effet Pygmalion. Quand je regarde l'autre, je laisse s'exprimer la projection que je porte sur lui. Ce sont des professeurs de Stanford qui ont été soumis à une expérience. Le premier professeur, on lui a donné des résultats de QI de ses élèves, indiquant que ses élèves étaient moins intelligents que la moyenne. À un autre professeur, on lui a soumis des résultats de QI de ses élèves en disant que ses élèves étaient plus intelligents que la moyenne. J'ai peut-être dit 2 fois la même chose, mais 2 fois, bon, vous m'avez compris. 1 an plus tard, évidemment, les tests de QI étaient faux. Quand on est psychologue social, on est toujours un peu sadique dans cette expérience. Ça, je ne comprends pas que ça soit autorisé de manière éthique. Mais 1 an plus tard, le professeur à qui on avait dit qu'il avait des élèves plus forts que la moyenne avait des élèves plus forts que la moyenne. Je fabrique le comportement de l'autre par mon regard. Et donc l'enjeu par rapport à la fraternité et la bonté humaine, c'est plutôt d'être dans un désapprentissage identitaire. Est-ce que je peux rafraîchir, renouveler mon regard pour ne voir chez l'autre que sa bonté humaine? Alors pour ça, pas d'angélisme, il faut d'abord soulager la détresse. Imaginons, on est dans un avion, tout se passe bien, on part en vacances, on est content, on est à Avignon, puis on prend l'avion, on va ailleurs. Tout d'un coup, imaginons, vous êtes avec votre conjoint, éventuellement vos enfants, il y a un petit souci, il y a un trou dans la carlingue, il y a un moteur en feu, les masques à oxygène tombent, qu'est-ce que vous faites? Comme l'a dit la dame ou le steward, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord mon masque. J'ai besoin d'aller suffisamment bien pour être fraternel vis-à-vis de l'autre, pour faire fi d'une éventuelle crispation identitaire. Donc, derrière un projet de fraternité, il y a d'abord un projet social. Agir pour les jeunes, agir pour le climat, agir contre la fracture générationnelle. Mais peut-être que le plus important, pour faire en sorte que cette bonté humaine puisse s'exprimer, c'est d'avoir un langage institutionnel qui dise la confiance.
oops.gouv.fr, vous avez peut-être vu ce site-là, quand vous déclarez vos impôts, si vous avez fait une erreur, vous pouvez dire « Ah, je me suis trompé », on vous fait confiance. Quand on demande à des demandeurs d'emploi d'avoir X heures d'activité par semaine parce que sinon ils seraient fainéants, on est en train de leur dire « Je ne te fais pas confiance ». Si on leur dit « Il faut que tu aies des activités engagées parce que ça t'aidera à te reconstruire et à t'insérer et trouver un emploi », c'est différent. La parole politique est importante. Derrière tout projet politique se cache une vision de l'être humain. Et là-dessus, une expérience que j'aime beaucoup et qui me paraît vraiment inspirante, pour se dire quelle est la parole politique qui peut permettre à la nature humaine d'exprimer sa bonté. Il y a cette expérience à nouveau de Jacques Leconte. On fait jouer à des gens à un jeu de gestion des forêts. Il faut acheter des forêts, les vendre, les couper, arroser, mettre de l'eau, etc. Premier groupe de gens, on leur dit « Votre jeu s'appelle Wall Street ». Deuxième groupe de gens, on leur dit « Votre jeu s'appelle le jeu de la communauté ». Dans le deuxième cas, 2 fois plus de gens collaborent, coopèrent. On n'a rien changé, pas le plateau, pas les règles, pas la finalité, rien, juste le nom. Je suis persuadé que la parole politique est de nature à nous décrisper identitairement et à nous faire exprimer la bonté humaine que nous avons à l'intérieur. Si on va encore plus loin, et c'est le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est la question de l'amour. Vous êtes toujours avec moi sur cette vision pleine d'espoir ? Oui. Alors, passer de la bonté humaine à l'amour, c'est assez naturel. Cette bonté humaine, si elle s'exprime pleinement, elle s'exprime par de l'amour. Alors la première composante de l'amour, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est constitutif de l'amour ? Qu'est-ce qui est au fond, au tréfonds de l'amour ? L'autre, la confiance, le partage, le désir. Alors, tout ça est évidemment vrai. J'ai envie de dire la joie. Spinoza dit, l'amour, c'est la joie qui accompagne l'idée de sa cause. Et donc, une manière de nous aider à nous aimer les uns les autres, parce que quand même, derrière l'idée de décrispation identitaire, il y a ça, eh bien, c'est de s'autoriser une vision un peu moins catastrophiste du monde, y compris dans le champ politique. D'après des recherches scientifiques, plus on devient puissant économiquement ou politiquement, moins on sourit. Bah oui, quand même, on a un job sérieux, il faut arrêter de déconner. Et pourtant, c'est cette capacité. Qu'est-ce que quand on va à un enterrement, un proche a perdu quelqu'un, qu'on va à l'enterrement, est-ce qu'on arrive en disant, dis donc, tu es vraiment mal quand même, ouais, là là, quel enfer, non, on lui dit, allez, souris. On s'autorise même dans les moments les plus difficiles à avoir ce petit optimisme qui permet à tout le reste de s'exprimer. La joie, l'amour, la fraternité. Alors, vous me direz, c'est sympa, mais on n'aime pas n'importe qui. Eh ben si. Et ça vient du gars qui a, je le disais à table, 5 ans de mariage, c'est très peu, mais qui est amoureux de sa femme. On a la chance d'être bien ensemble. Et pourtant, je pense qu'on peut aimer n'importe qui. La plus grande chercheuse sur l'amour, c'est Barbara Fredrickson. Elle a écrit un livre qui est... Cartland, non, c'est pas la même. Oui. Et Barbara Fredrickson, elle nous dit dans son livre Love 2.0, elle nous dit, alors le titre est très mal trouvé, hein, mais bon, c'est un livre scientifique sur l'amour. Elle nous dit, je peux vivre des micro-moments d'amour avec n'importe qui, un collègue, quelqu'un dans la rue, à la boulangerie, avec ma famille. Je peux à un moment, simplement, je peux vraiment écouter l'autre. Je peux entrer en résonance avec lui, mes neurones miroirs, il se passe quelque chose chez toi, ça me fait quelque chose chez moi, un peu, et enfin, avoir un peu d'émotion positive. Écoute, j'étais bien. Et donc, de l'écoute, j'écoute, de l'écoute, donc écouter, entrer en résonance émotionnelle, un peu de combativité de Denis, amicale, et enfin de la joie. Et il est donc possible avec n'importe qui, elle l'a expérience à l'appui, de vivre ces micro-moments d'amour. Alors, pour nous bousculer un peu, aller dans le monde de l'entreprise, pour mélanger les genres, puisqu'on peut aussi interroger l'identité dans le monde de l'entreprise, on parle aujourd'hui de management par l'amour. Et il y a
un monsieur que j'admire énormément, et je crois que c'est l'un de ses successeurs qui va prendre la parole après moi. L'ancien DRH de la Marine nationale, l'amiral Olivier Lajousse, dit... Oh non, pas lui, vous l'avez déjà entendu? Qu'est-ce qu'il dit, Olivier? Olivier, il dit « J'aimais, quand il était capitaine de vaisseau, il disait « J'aimais mes hommes et mes femmes parce que c'était le seul moyen que j'avais de vivre une aventure professionnelle avec eux. » Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Eh oui, c'est risqué comme parole. Aujourd'hui, peut-être que l'un des actes les plus fondamentaux pour être fraternel, quel que soit l'individu en face, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle. La Harvard Business Review nous rappelle que 85% des compétences du manager de demain seront des compétences non techniques, non analytiques, non synthétiques, mais des compétences émotionnelles. Cette question de l'intelligence émotionnelle, elle traverse toutes les sphères de notre société, jusque dans notre Parlement. Quand le 6 juillet, Elisabeth Borne se fait huer à ce point-là, se fait invectiver, se fait appeler, agresser ad nominem par l'opposition, moi je trouve ça risible. Oui, la révolution, oui, mais quand même, est-ce qu'on peut avoir un instant une qualité d'écoute qui fasse qu'on résout nos dilemmes identitaires? C'est au sein du Parlement anglais, et pourtant ils ont quand même un gars qui s'appelle le speaker qui dit « Order, order », vous savez, dans leur chambre, donc ils se chamaillent bien. Il y a quand même des parlementaires anglais qui ont dit « Nous allons pratiquer la pleine conscience », la méditation de pleine conscience avant les sessions parlementaires pour apprendre à nous écouter, à nous aimer un petit peu. Et donc moi je propose la chose suivante, je dis et si nous réapprenions cette intelligence émotionnelle, et si nous refaisions l'expérience de l'amour? Il y a une très belle association qui s'appelle l'école de la philanthropie. On apprend à des enfants dès le plus jeune âge, on leur réapprend, parce qu'on oublie cette bonté humaine intérieure, à aller dans des hôpitaux, à apporter des gâteaux qu'on a fait pour des enfants qui sont malades. Réapprendre ce sentiment profond de la joie d'aider l'autre. Le premier bénéficiaire de l'altruisme, ça n'est pas celui qui le reçoit, c'est celui qui le prodigue. Alors je vais terminer par un dernier point, qui est faire trouver du sens, se reconnecter à notre bonté humaine, oser l'amour, l'amour universel, quel que soit l'autre en face, quelle que soit son identité, mais peut-être quelque chose d'encore plus universel, se retrouver dans une identité plus large, qui est le fait d'être vivant. Je vais prendre une analogie. Quand je suis à l'étranger, en tant que Français, et que je croise un autre Français, je vais copiner avec lui. En tout cas, il y a une forme de complicité qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, je sens ma proximité dans un univers identitaire qui me dépasse. De la même manière, si je suis avec quelqu'un qui est spirituellement, ethniquement, religieusement, politiquement différent de moi, mais en nature, eh bien, je peux me reconnecter à l'autre parce que lui, comme moi, est un être vivant. Alors vous dites, c'est très sympa ces idées, mais peut-être vrai, peut-être pas vrai. Eh bien, la science le suggère très fortement. Il y a un phénomène qu'on appelle celui d'amnésie environnementale. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'amnésie environnementale, c'est la nature. Ce n'est pas qu'on la méprise, qu'on l'exploite, c'est qu'on l'a oubliée. Quand on demande à des enfants de reconnaître un toucan, ils y arrivent. Un merle, ils n'y arrivent pas. La nature, on la fantasme, on ne la connaît pas. Dans les Walt Disney, le nombre d'espèces animales a fortement diminué entre 1937 et 2000. Dans le top 100 des chansons les plus écoutées, entre 1950 et 2000, on a une diminution de 63% des mots de nature. Citez-moi une chanson de nature. Un petit poisson, un petit oiseau. Ouais. Ah, vous êtes bon, ok. Vous me cassez ma baraque. La maison, tant mieux. La maison près de la fontaine. Très bien. Si je vous ai demandé une chanson d'amour, vous auriez tous hurlé en même temps que je... On a oublié, c'est Robert Pal qui dit nous sommes en situation d'extinction d'expérience de la nature. 41% des Français disent avoir oublié, sondage à l'appui, ce que c'était qu'une vraie expérience de nature. Et pourtant, quand je suis en nature, les recherches prouvent que je suis mieux physiquement, je suis mieux émotionnellement,
mais je suis également plus prosocial. Je fais preuve de comportement d'aide vis-à-vis de l'autre quand je suis en nature. Il y a une expérience que je trouve fabuleuse qui s'appelle l'expérience du O. Est-ce que vous connaissez? AWE. Vous savez, vous avez peut-être déjà entendu des Américains dire « Oh, it's awesome, dude !» Awesome, AWE, awesome, c'est-à-dire O, l'admiration, l'émerveillement, la fascination, l'effet waouh. Je suis en haut d'un glacier où je le contemple. Je suis dans une forêt de séquoias et j'ai une verticalité qui m'assaille. Je suis stupéfait par cette nature. Lorsque je suis dans cet état-là, je change ma représentation du monde, je redeviens membre du vivant un peu petit. Quand on demande, expérience à l'appui, à des gens sur une petite bande de papier quadrillé, où on a dessiné un soleil en haut à droite, vous voyez, comme les enfants avec les petits rayons autour, on dit aux gens, dessinez le petit bonhomme que vous êtes sur cette bande de papier quadrillé. Eh bien, ceux qui viennent de vivre une expérience de O dessinent un plus petit bonhomme. On appelle ça une diminution de la préoccupation de soi. Et donc, pour réembobiner tout ça, si je suis en nature, alors l'autre est beaucoup moins autre que ça. Je suis relié au vivant. Il y a une femme qui s'appelle Susan Jill Bolt-Taylor, qui est chercheuse en neurosciences, et elle a été victime d'un AVC. Elle s'est vue vivre l'AVC. Elle a senti tout d'un coup qu'elle perdait ses moyens. Elle a cherché à appeler les secours. Elle n'arrivait pas à composer le numéro. Elle a ouvert un carnet. Elle a vu sur le carnet un numéro de secours. Elle a, par analogie entre le carnet et son téléphone, réussi à appuyer sur les mêmes chiffres. Elle a finalement été sauvée par les secours. Dans le processus où son cerveau s'éteignait, son cerveau rationnel, est arrivé un moment où, plongée dans son cerveau limbique, celui des émotions, elle a ressenti, dit-elle, une union totale avec le reste du vivant. C'est ça l'expérience du O. Cette capacité à tout d'un coup se sentir relié à l'ensemble des êtres vivants autour de nous. Alors je conclurai en disant que, pour moi, eh bien, deux choses. Première, pas de fatalité. La fraternité est à l'œuvre. Pour 85% des Français, d'après le laboratoire, le baromètre de la fraternité, pour 85% des Français, la diversité est positive. 72% des Français ont aidé une personne isolée en l'appelant pour prendre des nouvelles pendant le confinement. La fraternité est à l'œuvre tous les jours. Et pour autant, je vois trois chemins pour nous donner de l'espoir. Le premier, c'est un choix personnel. L'altruisme se déploie si je le choisis. Les chercheurs nous disent que je fais œuvre de fraternité quand j'ai estampillé une personne comme partenaire de coopération. Il y a un moment, un mécanisme inconscient qui fait que je me dis, toi, tu es digne d'être mon partenaire de coopération et je t'inclus dans ma sphère. Mes parents qui ont des petites tendances un peu, comment dire, un peu nationalistes, quand je leur ai présenté mon ex qui s'appelait Zineb, ils se sont refabriqués une histoire en disant « Non mais Zineb, elle n'est pas marocaine, en fait. Zineb, tu sais, c'est un prénom, c'est égyptien. C'est un nom de reine, etc. » Et Zineb disait « Ben non, je suis marocaine. » Mes parents s'étaient raconté une histoire pour faire de Zineb une partenaire de coopération. Donc, quel mécanisme je peux détecter chez moi qui me permet que l'autre soit partenaire de coopération et que j'exprime ma bonté humaine. 2, rénovons notre cadre démocratique par des actes. Je vous invite à aller regarder les 170 propositions de la Fabrique Spinoza pour un monde plus fraternel, plus vert et plus heureux. Et par des mots, comme je le disais, exprimer la fraternité en la remettant en haut du frontispice de nos mairies, en la mettant en lettres plus grosses, que sais-je. Et enfin, tout simplement, cet élan du cœur. Est-ce que je peux, par-delà ce qui ne dépend pas de moi, de la structure, de la démocratie, de nos institutions, est-ce que je peux renouer avec cette identité universelle, le fait d'être juste un être vivant? Spinoza nous dit « L'homme n'est pas un empire dans un empire ». Et si tout tenait dans cette phrase-là, notre véritable identité, c'est que nous sommes tous frères et sœurs dans le vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre.
Alors, je vais monter vous rejoindre. Ça fait du bien, ça, un bain de jouvence fraternel, positif et constructif. Qui a envie de réagir? J'aimerais bien, là. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué après le déjeuner, mais il a bien tenu le micro et l'assistance. Qui veut réagir? Qui ça interpelle? Ah, on va te tendre le micro. Monsieur Frédéric arrive derrière. Oui, Gontran, BDO. Merci Alexandre, c'est très frais, ça me donne envie de me reproduire, c'est génial. Si tu as des enfants qui sont engagés écologiquement, ça passera. Bah, j'imagine. Juste pour compléter ce que tu as dit et qui me semble aussi important, c'est sur l'altruisme. Michel Terenchenko, dans un livre qui s'appelle Un si fragile vernis d'humanité, a ajouté une notion complémentaire. Lui s'est interrogé en disant mais pourquoi des officiers allemands ont conduit finalement des juifs dans des camps de concentration, où là on peut quand même se douter de l'altruisme naturel. Et en même temps, il a aussi interrogé des personnes qui ont sauvé des juifs. Et il a posé une seule question. Pourquoi vous avez fait ça? Et les deux groupes répondaient on ne pouvait pas faire autrement. Et ça, c'est intéressant parce que on ne pouvait pas faire autrement. Il a découvert que les officiers, finalement allemands, ont par des petites compromissions, une promotion injustifiée, un acte, oui, je le fais, mais voilà, les ont amenés dans une espèce de carcan où ils ont été absents à eux-mêmes. Et de même que ceux qui ont sauvé les Juifs, parce que la rationalité n'était pas, on allait être dénoncé, le village pouvait être mis à feu et à sang parce qu'on avait caché une personne juive, eux étaient aussi présents à eux-mêmes parce que c'est comme ça, vous crevez de faim, rentrez, voilà. Et ça, je trouve que par rapport aux enjeux sociétaux, alors il y a le cadre que tu poses qui me semble intéressant, mais cette présence à soi-même ou cette absence va conditionner finalement cet altruisme. Et vraiment, c'est passionnant parce que beaucoup d'intervenants ont souligné l'unicité de notre condition humaine et reliée à l'autre par la reconnaissance. Et donc, les enjeux d'éducation, etc., par rapport à une absence ou une présence à soi sont importants. C'était juste une précision. Merci en tout cas et bravo Alexandre. Merci Gontran, merci beaucoup. Quand tu dis ça, moi, ça me fait me dire que y a comme les choses sont bien faites dans l'ordre des devises, que c'est finalement pas une préséance de l'une par rapport aux autres dans le fronton républicain, mais plutôt un ordre dans lequel il faut les établir. Et soit tu parles d'exercice de la liberté. Spinoza dit l'homme se croit libre alors qu'il ignore la cause réelle de ses affects. En fait, les hommes et les femmes qui ont conduit ces juifs à la solution finale n'étaient pas libres de leurs actes. Et le propos que j'essaie de partager, c'est de réacquérir une dose plus grande de liberté. Et finalement, j'ai choisi de terminer par la nature, parce que je pense que la nature nous rend libres. Je ne vous ai peut-être pas précisé que derrière cette idée de se sentir membre du vivant, au-delà de l'incantation, il y a une manière de le faire, de se programmer soi une visite pour vivre une expérience de nature forte, de renaturer nos écoles. Dans les pays scandinaves, il y a des crèches qui sont en plein air. Et il y a une école où les enfants sont 5 jours par an à l'intérieur, donc 360 à l'extérieur. Et ces enfants sont moins violents plus tard, plus coopératifs, on est moins victimes moins enclins à la violence. Et donc, notre capacité à nous reconnecter au vivant est une manière de réacquérir de la liberté, de nous apaiser, y compris émotionnellement. Qui veut réagir? Oui, Denis. Merci Frédéric. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Denis Adjedj. Ah, d'accord. Et je crois être un de vos amis. Si tu voyais la possibilité de voir réaliser un de tes rêves, ça serait lequel? Je pense que ça serait de nous... Moi, je tiens des grands discours sur la fraternité et l'identité, mais j'ai le sentiment de vivre dans un microcosme qui est trop étroit.
Et j'ai proposé à des collègues de mon travail d'organiser des dîners, des vrais dîners rencontres entre des gens qui sont extrêmement différents. Alors je sais que l'idée paraît très simple, au ras des pâquerettes. Mais en fait, j'ai le sentiment que derrière ces choses que je partage avec fougue, non pas qu'il y ait de l'hypocrisie, mais qu'il y a un manque empirique. Et que je m'entends plus facilement avec les gens qui sont diplômés, etc. Et je cherche de manière obsessionnelle, c'est trop fort, mais c'est une quête en ce moment dans ma vie, de me reconnecter à la personne quelle qu'elle soit. Pendant le confinement, j'ai commencé à lire, sur la fin d'un confinement, les 100 fragments de France du monde. Alors, se reconnecter avec les vrais gens en lisant Le Monde, peut-être pas, hein, mais pour autant, c'était des journalistes qui ont été partout et qui ont interrogé les coins de France. J'utilise une application qui s'appelle Calo Calo, qui est un numéro, c'est un 01, vous l'appelez, n'importe quelle heure du jour, c'est jusqu'à minuit, je crois, et on vous connecte avec une autre personne qui a envie de parler. Il n'y a aucun autre objectif à cette, j'ai dit utiliser mon application, c'est pas une application, il n'y a aucun autre objectif que de parler à un inconnu. Et les gens à qui vous parlez, c'est pas forcément des gens miséreux, il y a de tout, des gens qui ont envie de parler d'un truc dont ils pourraient pas parler à leur femme, ni à leur psy, enfin à n'importe qui. Et je suis habité par cette idée de réussir à... Je parle à Amar qui est dans ma rue, qui est sans abri, mais je sens que j'ai pas trouvé le juste rapport. J'aimerais vraiment trouver un protocole humain, les deux mots vont mal ensemble, pour arriver à être autour d'une table et que la convivialité qu'on partage dans cette enceinte et dans ces repas, on est la même avec la personne avec qui j'ai fondamentalement rien à dire, je crois, a priori. Et donc, pour finir, mon plus grand rêve, pour le résumer, peut-être que ça serait un huis clos tiré au hasard, pendant 24 heures dans un wagon de train avec une personne qui n'est absolument pas moi. Ça, j'aimerais bien. Et on a ce mot à la bouche de l'identité, la fraternité, mais l'identité, elle est à chaque instant. Ce midi, moi, j'ai emmené ma table à manger avec Yves et comment tu t'appelles ? Et Juliette et Régine. Parce que je me suis dit, on est 4 à notre table, on avait moins de 50 ans, et eux, ils sont là-bas, ils sont 2 à leur table, ils sont tout seuls, et ils ont plus de 50. Et je me suis dit, on parle de ça, on parle de ce sujet-là d'identité. Ils t'ont offert le café, au fait, ou pas ? Non, mais ça passe par là. Ouais, c'est ça, ouais. La crispation identitaire, ça peut se dire, ah bah tiens, là, eux, ils se vieux, nous, on est jeunes. Et de ne pas avoir honte d'utiliser ce mot-là. Et donc, moi, je comprends vraiment la nécessité d'actes politiques pour faire fraternité et nous décrisper identitairement. Mais je comprends aussi l'envie... Qu'est-ce que tu as dit, Yves ? Voilà, c'est à chaque instant, j'ai d'un côté quelqu'un qui me ressemble avec qui je vais aller parler et quelqu'un d'autre avec qui j'ai un petit tintement qui me dit ah ça va être plus compliqué, mais en même temps il y a cet être humain juste là quoi. Oser l'amour, tu l'as dit. Voilà, Alexandre Jost, super, hein ? Merci.